Eh bien, bonjour à tous. On va commencer maintenant ce webinaire sur l'année 2025 et les différentes échéances liées à l'efficacité énergétique de cette nouvelle année qui s'annonce très dense pour tous les gestionnaires de bâtiments, qui soient en charge de l'environnement, qui soient en charge de l'immobilier ou qui soient en charge de la technique. Alors, avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Vianney Raskin. Je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Citron et qui est justement spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments. Alors, juste d'un point de vue technique avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions sur le petit onglet en bas de votre écran Q et R. Et surtout, évitez de les mettre dans l'onglet discussion puisque je ne pourrai pas y avoir accès. Par contre, n'hésitez pas à échanger entre vous sur cet onglet discussion. Alors très rapidement, Citron, qui on est? C'est une société qui s'est donné une mission, celle d'accélérer la transition énergétique à l'aide du digital et à l'aide d'ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique. On a en effet une conviction assez forte, c'est celle de dire que pour pouvoir accélérer la transition énergétique, un outil, aussi puissant soit-il, ne suffit pas. Par contre, il est nécessaire. Donc on a eu à cœur de développer une plateforme qu'on appelle un système de management de l'énergie, donc un logiciel accessible depuis un navigateur Internet sur lequel vous allez retrouver toutes vos consommations de manière automatisée à travers des outils de suivi, d'analyse, de mesure d'impact des actions que vous pouvez déployer, de gestion de déploiement des actions de performance, etc., etc. Et à côté de ça, donc, il est nécessaire d'être accompagné par des ingénieurs spécialisés en efficacité énergétique, ce qu'on appelle plus couramment dans le jargon des ingénieurs conseils en efficacité énergétique ou des energy managers, qui vont soit se servir de la plateforme avec vous ou pour vous, mais vous accompagner pour détecter les gaspillages énergétiques, proposer des actions de performance, vous accompagner dans la mise en place, mesurer l'impact de ces actions, suivre les consommations, vérifier que vous soyez en accord avec vos contraintes réglementaires, vos objectifs environnementaux, vos objectifs financiers. Alors, en quelques chiffres, et sans s'attarder trop dessus, Citron, c'est une société aujourd'hui de 120 personnes qui a été créée il y a maintenant bientôt 15 ans et qui est composée donc, de 120 personnes, qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a deux gros pôles qui sont son pôle technique, donc les ingénieurs qui développent la plateforme, le système de management de l'énergie, et les ingénieurs qui accompagnent nos clients au quotidien, donc les energy managers et les chefs de projet digitaux. Aujourd'hui, on travaille avec tous les types d'entreprises, en fait, surtout tous les types de patrimoine immobilier. Alors, ça peut être des bâtiments de collectivités territoriales, des lycées, des collèges, des écoles, etc. Ça peut être aussi des bâtiments de logistique, ça peut être des bâtiments de bureaux, ça peut être des hôtels, des écoles, ça peut être des hôpitaux, etc., etc., de la grande distribution, et j'en passe. Donc cette année, en 2025, il y a trois gros enjeux qui se dégagent pour les gestionnaires de patrimoine immobilier qui ont l'énergie dans leur scope. D'abord, il y a évidemment un scope qui est environnemental. Notre planète affronte aujourd'hui un réchauffement, enfin un dérèglement climatique très important et surtout qui avance à une vitesse incroyable, qui est la source de nombreuses catastrophes naturelles et contre lesquelles il faut lutter. Pour ça, les différents gouvernements des pays occidentaux mettent en place tout un tas de réglementations. Et en France et en Europe, ça se traduit par trois grosses réglementations qui agitent nos quotidiens en ce moment à tous autour de cet écran. Ça va être le décret BAX, donc l'obligation de mettre en place des systèmes de suivi et de pilotage. Le décret tertiaire, une obligation de déclarer ses consommations chaque année, de réduire ses consommations. Et les audits énergétiques réglementaires, l'obligation d'analyser ses coûts énergétiques et de proposer des plans d'action sur ces bâtiments. Et enfin, il y a un enjeu évidemment qui est financier. On vit dans un monde, alors même s'il y a eu une petite baisse récemment, où l'énergie est de plus en plus rare et donc de plus en plus chère. On a pu observer des factures qui ont littéralement explosé ces dernières années chez nos clients. Et donc ça devient un enjeu stratégique et même de gouvernance et de souveraineté nationale, mais financier pour les entreprises, pour la plupart des entreprises, que de réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie. Alors cette année, vous allez avoir trois échéances très importantes. Pas forcément dans l'ordre aujourd'hui, mais on les a numérotées quand même. L'échéance numéro 1, c'est l'échéance liée à l'audit énergétique réglementaire. L'audit énergétique réglementaire, c'est une réglementation qui date de 2015, qui dit que les entreprises de plus de 250 salariés ou qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires doivent réaliser un audit de leur coût énergétique tous les 4 ans. Et ben, l'année 2025, à cheval entre 2024 et 2025, pour être tout à fait honnête, c'est l'année de renouvellement de ces audits énergétiques pour la plupart des entreprises qui sont concernées.
par cette réglementation. Ensuite, vous avez une échéance qui est celle du décret Bax. Le décret Bax, c'est une réglementation, elle, pour le coup, qui est très récente, qui vient de sortir. La première échéance réglementaire, c'était le 1er janvier de cette année, qui vient imposer le suivi et le pilotage des bâtiments globalement de plus de 1000 mètres carrés. C'est aussi et surtout cette année une nouvelle échéance qui est de préparer l'échéance pour dans 2 ans, qui est celle de mettre en place des systèmes de suivi et de pilotage de ces consommations pour les bâtiments, pour l'ensemble des bâtiments. Celle du 1er janvier, c'était plutôt pour les bâtiments de 3 à 4 000 m², pour les bâtiments qui ont une puissance nominale de plus de 290 kW, pour être précis, on va y revenir. Et enfin, vous avez une dernière échéance cette année dans le cadre du décret tertiaire. Alors, je ne vous reparle pas de la déclaration annuelle qui concerne chaque année. Par contre, il y a une nouvelle échéance cette année à bien avoir en tête, c'est le dossier technique de modulation. Le dossier technique de modulation, c'est dans le cadre du décret tertiaire, l'outil qui va vous permettre de monter le niveau de consommation que vous devez atteindre avant l'année 2030. Et vous avez maintenant 1 an pour pouvoir réaliser ces dossiers techniques de modulation qui vont vous permettre de ne pas mettre en place certaines actions qui ne sont pas adaptées à votre bâtiment. On y reviendra également. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions qui reviennent sur les différentes réglementations. Ça tombe bien, on va y revenir sur chacune d'elles assez rapidement, mais n'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est qu'on puisse garder du temps pour l'échange. Alors, d'abord, l'audit énergétique. Donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça concerne que les entreprises, donc pas les collectivités, qui sont plus de 250 salariés ou qui ont 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 43 millions d'euros de bilan. Donc, il faut être sur l'un des deux sujets. Ces personnes-là doivent faire un audit énergétique tous les 4 ans, qui suit une norme, qui est la norme NF 247, ou alors avoir un système de management de l'énergie certifié ISO 50001. Donc j'ai une première question qui me demande si l'audit est bien obligatoire sur les sites qui sont certifiés ISO 50001. C'est tout à fait juste. Par contre, attention à bien vérifier, le périmètre ISO 50001 est exempt de l'audit énergétique réglementaire. Le reste du périmètre de vos coûts énergétiques, ça peut être des coûts liés à votre transport, des coûts liés à vos bâtiments ou à vos sites industriels, eux restent bien assujettis à l'audit énergétique réglementaire. Alors attention, il y a des pénalités, vous pouvez avoir une amende qui va jusqu'à 2% du chiffre d'affaires. On en voit passer, on voit passer des entreprises qui se font rattraper, il y a des contrôles effectués par la préfecture et par l'ADEME. Alors, qui peut réaliser cet audit énergétique? La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sous-traiter cet audit énergétique à des sociétés qui sont qualifiées par des organismes comme OPQUBI ou LNE. Vous pouvez également le faire en interne si vous pouvez justifier que vous que vous ne travaillez pas sur les sites dont vous faites l'audit et que vous avez les qualifications nécessaires. Et puis que vous en avez le temps, bien évidemment. Alors, cet audit énergétique, il doit porter sur vos coûts. La règle nous dit 80% des coûts doivent être audités, mais il est possible de créer un échantillonnage qui représente la racine carrée du nombre de sites représentant 80% des coûts. Donc imaginez que vous ayez un patrimoine de 100 bâtiments, que 80% de ces coûts soient portés par 10 bâtiments, vous allez devoir faire la racine carrée de ces 10 bâtiments. Si on l'arrondit à l'unité supérieure, ça va faire 4 bâtiments à auditer. Et donc, vous aurez 4 bâtiments à auditer et un rapport d'extrapolation à ces 10 bâtiments que vous devrez effectuer. Citron propose ces audits énergétiques avec une particularité, c'est d'être capable de faire de la mesure non intrusive par zone et par usage. Pour ceux qui n'ont pas de sous-comptage sur les bâtiments, attention, hein, vous allez voir que le décret Bax va vous l'imposer si vous y êtes assujetti, mais pour ceux qui n'ont pas de sous-comptage sur vos bâtiments, ou pas encore, vous avez la possibilité de bénéficier des effets du sous-comptage en installant ponctuellement des boîtiers de mesure non intrusifs qui vont nous permettre de faire des mesures par zone et par usage dans vos bâtiments. Ça va permettre de détecter des actions de performance énergétique dans vos bâtiments qui vous serviront après pour le décret tertiaire, aussi pour le décret Bax d'ailleurs, et qui vont vous permettre d'avoir des temps de retour sur investissement très rapides puisqu'on va vraiment se caler sur vos consommations et vous proposer des actions dans les zones et sur les usages concernés par les actions les plus performantes. Ensuite, vous avez le décret tertiaire. Donc ça, c'est une obligation assez récente par rapport à l'audit énergétique réglementaire qu'on connaît beaucoup. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps parce qu'il y a eu cette fameuse déclaration opérate qui est à faire chaque année pour les 30 prochaines années, un peu moins pour les 26, 27 prochaines années. Donc ça impose à tous les locataires et les propriétaires de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², ou d'ailleurs partie de bâtiments tertiaires de plus de 1000 m²,
de faire une déclaration de sa consommation chaque année et de réduire, c'est une obligation de résultat, ses consommations, soit en suivant un objectif en valeur relative, soit en suivant un objectif en valeur absolue. En valeur relative, c'est 40, 50 et 60% dans les 3 prochaines décennies, enfin, prochaines décennies, 2030, on avance quand même assez vite, hein, c'est plus que dans 5 ans. Mais donc 40% avant, dans 5 ans, si on le fait en relatif par rapport à une année de référence qui peut être choisie pour entre 2010 et 2020, 2021 même. Soit vous le faites de manière absolue, et donc là, c'est en suivant un calcul réglementaire qui va globalement correspondre à un bâtiment récent, bien entretenu. Alors, ce que vous allez devoir faire cette année concernant le décret tertiaire, au-delà de la déclaration, bien sûr, et de commencer à préparer vos travaux, parce que 5 ans pour faire des travaux aussi importants, ben, il faut les faire, il faut commencer à les anticiper. C'est aussi les dossiers techniques de modulation. Ensuite, à votre calcul d'année de référence, vous allez choisir soit un objectif de manière relative, soit un objectif de valeur absolue, mais vous allez avoir un objectif de consommation pour chacun de vos sites et au global à atteindre. Cet objectif de consommation, parfois, il n'est pas réalisable. Soit parce que ça nécessiterait de faire des travaux qui sont beaucoup trop chers, soit parce que ça nécessiterait, on aime bien cet exemple-là, de faire une isolation par l'extérieur sur le palais de l'Élysée. Ça serait complètement absurde. Un bâtiment classé pour ses caractéristiques architecturales, ben, on ne le transforme pas en coquille, on ne lui met pas une coquille autour, soit pour des raisons techniques, on ne va pas vous dire de couper l'éclairage de vos bâtiments à un moment où vous êtes dedans, parce que, bah, un, vos bâtiments ne vous serviraient plus à rien, et deux, parce que ça serait dangereux. Donc, vous avez 3 possibilités pour moduler vos actions de performance. Donc, c'est tout simplement soit pour des contraintes techniques, soit pour des contraintes patrimoniales, soit pour des contraintes financières. Sur les contraintes techniques, eh ben, ça va être des actions liées à l'usage et à l'adaptation de locaux pour des raisons du coup spécifiques ou réglementaires. Et pour pouvoir justifier que ces actions de performance qu'on vous conseille ne sont pas adaptées, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir faire un dossier technique de modulation. Je vais revenir sur ce à quoi ça correspond juste après. Et d'ailleurs, je vois que Aubéry vous a envoyé un message ou qu'elle va vous envoyer un message sur la présentation de ce que c'est, pardon, que ces dossiers techniques de modulation. Il y aura un webinaire dédié sur le sujet parce que c'est assez technique, c'est très important et donc on y reviendra. Mais on va déjà vous en donner un aperçu aujourd'hui pour que vous voyez l'ampleur du sujet. Ensuite, pour des contraintes patrimoniales, bah, c'est quasiment toujours des actions liées à l'enveloppe du bâtiment. Ça peut être aussi l'adaptation des locaux. Et là, l'idée, c'est d'éviter de nuire à la sauvegarde du patrimoine immobilier français. Et donc là, c'est à travers son dossier technique de modulation, c'est surtout d'avoir un avis circonstancié d'un professionnel, un architecte des bâtiments de France. Donc la définition exacte, c'est architecte de patrimoine. Et ça concerne du coup évidemment bah, tous les immeubles qui sont labellisés pour des raisons patrimoniales. Et enfin, les contraintes économiques, c'est globalement celles qu'on rencontre le plus, c'est les plus importantes. C'est quand on vous propose une action qui est très très chère et sur laquelle le temps de retour sur investissement va être trop long pour que ça soit supportable par une entreprise ou par une collectivité. Donc clairement des actions, tout type d'action peut être concerné. Les raisons, eh ben, globalement, c'est que le temps de retour sur investissement brut, donc c'est le temps de retour sur investissement déduit des aides financières, euh, eh ben, est trop long. Donc trop long au sens de la réglementation. C'est 30 ans quand ça touche l'enveloppe. Donc attention, hein, 29 ans, c'est pas trop long. Vous êtes contraint de faire des modifications sur votre enveloppe, sur l'enveloppe de votre bâtiment, ou de déménager. C'est souvent l'option qui est choisie par certains de nos clients. Quand il y a des actions à mettre en place qui ont plus de 30 ans de temps de retour sur investissement, c'est élevé. Ensuite, quand vous avez des actions de renouvellement des équipements en place dans vos bâtiments, c'est 15 ans. Ça devient plus raisonnable et ça devient absorbable. Et surtout qu'en général, on le fait au moment où on doit de toutes les façons renouveler le bâtiment pour des raisons techniques et puis de confort, ou des questions de sécurité ou des questions réglementaires. Donc en général, ça devient absorbable. Et ensuite, il y a des temps de retour sur investissement de 6 ans. C'est pour les actions d'optimisation liées à l'exploitation des systèmes. C'est souvent ce qu'on appelle des actions d'optimisation liées à la réglementation. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas une petite erreur ici. Je crois que c'est 10 ans et pas 6 ans que ça a bougé. Je me tourne vers Aubéry. Peut-être que c'est moi qui fais erreur. On reviendra, on vous redira le sujet. J'ai un petit doute en lisant cette slide maintenant, mais on y reviendra. Enfin, on modifiera dans les slides si besoin. Et n'hésitez pas à nous envoyer un message si on ne vous le dit pas. Mais c'est soit 6, soit 10.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux dossier technique de modulation? Eh ben, le dossier technique de modulation, c'est un document qui présente et surtout qui justifie les modulations dont on vient de parler. Donc, globalement, il s'agit d'identifier toutes les contraintes architecturales, techniques ou financières du bâtiment, d'identifier de l'autre côté les actions de performance énergétique, toutes les actions de performance énergétique qu'on peut mettre en place sur le bâtiment, sélectionner celles qu'il faut faire pour atteindre l'objectif, et regarder dans celles qu'il faut faire pour atteindre l'objectif, celles qui ne sont pas réalisables pour l'un de ces trois critères-là. Donc, en résumé, c'est un audit énergétique finalement, mais très poussé puisqu'il nécessite de mettre en place de détecter toutes les actions de performance énergétique d'identifier toutes les contraintes qu'on pourrait trouver sur le bâtiment. Si on le résume en 3 points, c'est une note technique qui va justement justifier des modulations en fonction des contraintes techniques. C'est l'avis circonstancié de l'architecte et c'est la note de calcul de TRI qu'on retrouve dans tous les audits énergétiques qu'on peut faire. En détail, c'est assez compliqué finalement. C'est une étude qui est à la fois énergétique et environnementale, parce que il y a quelques contraintes liées aussi à la partie environnementale. Les actions peuvent être modulées pour des questions financières, mais pas pour des questions environnementales. Ça peut avoir un impact important. Il y a l'étude énergétique des actions, mais qui porte sur 100% des actions. Il y a le programme d'action, il y a la note technique spécifique, il y a la vie circonstanciée, etc. Donc en fait, finalement, c'est quelque chose qui est assez contraignant et qui doit être fait pour tous les bâtiments. Là où l'audit énergétique, qui est quelque chose de plus simple, si on suit strictement la règle 16237, vous n'aurez pas un dossier technique de modulation complet. Donc ça va aller beaucoup plus loin et en plus, vous allez devoir le faire sur beaucoup plus de sites. Enfin, ça dépend des gens en fait, mais ça dépend des patrimoines immobiliers, mais potentiellement, vous allez devoir le faire sur chacun des sites concernés par cette modulation. Donc, vous pouvez avoir aussi en amont une étude globale sur votre patrimoine pour détecter là où il faudrait mettre en place un dossier technique de modulation ou pas. Voilà pour les dossiers techniques de modulation. On a vu, je souffle un peu parce que j'essaie d'aller vite et qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais on a vu du coup les audits énergétiques réglementaires et ce qui était nouveau cette année. On a vu les dossiers techniques de modulation dans le cadre du décret tertiaire, ce qui est aussi une nouveauté pour cette année, puisque globalement personne n'a encore fait son dossier technique de modulation et qu'il reste plus qu'un an et demi pour le faire. En fait, il faut envoyer son dossier technique de modulation au plus tard avec la déclaration du 30 septembre 2026. La déclaration du 30 septembre 2026, vous allez la faire début d'année 2026, et donc vous avez besoin d'avoir, pour faire cette déclaration, votre dossier technique de modulation qui du coup doit être fait courant d'année 2025. Et du coup, je vous alerte sur un sujet, c'est que c'est à la fois une année où il y a un renouvellement d'audit énergétique réglementaire, donc de manière assez peu étonnante, les différents bureaux d'études qui sont capables de faire ces sujets-là sont les mêmes et sont assez chargés sur ces années-là. Ça va être encore plus le cas cette année, puisqu'il y a à la fois l'audit énergétique réglementaire pose quand même, qui est à renouveler, et de l'autre côté, le dossier technique de modulation qui est à faire. Et enfin, vous avez une troisième contrainte réglementaire à avoir en tête cette année, c'est le décret BAX. Alors ça, c'est un peu plus nouveau, donc je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur le décret BAX. Le décret BAX, c'est l'obligation pour tous les propriétaires d'un bâtiment de mettre en place ce qu'on appelle donc un BAX, Building Automation and Control System, donc c'est-à-dire un système de contrôle et de suivi de ces consommations énergétiques sur tous les bâtiments qui ont une puissance nominale supérieure à 70 kW. Alors, cette puissance nominale, on la calcule en additionnant la puissance nominale des équipements de production de chaud-froid et de ventilation, donc de tous les équipements CVC que vous pouvez avoir sur un bâtiment. Attention, il y a un petit élément trompeur dans cette réglementation, c'est que on parle des éléments, enfin on dit que ça compte que c'est une contrainte du propriétaire, mais en fait c'est une réglementation qui est issue du décret tertiaire qui est imposée aussi au locataire. Donc en fait, si le locataire ne met pas en place, ne fait pas attention à ce que son propriétaire ne mette pas en place cette réglementation, alors il risque d'avoir un décret BAX qui coûte très cher parce que le propriétaire va mettre en place quelque chose sans consulter son locataire et du coup qui pourrait être à des coûts décidés par le propriétaire. Soit il peut tout simplement ne pas le faire et du coup mettre en difficulté le locataire répondre au décret tertiaire. Donc il faut vraiment que le propriétaire et le locataire travaillent main dans la main. Les deux ont des enjeux liés au décret tertiaire parce que c'est la loi, mais les deux ont aussi des enjeux liés au décret BAX pour pouvoir répondre à l'ensemble des réglementations. Donc c'est important que main dans la main,
le décret BAC soit porté par le propriétaire et par le locataire. En plus, en général, quand les deux se désolidarisent, nous on a vraiment des clients des deux côtés, hein, donc on dit ça en toute transparence, quand les deux se désolidarisent l'un de l'autre, en général, aucun des deux n'arrive à mettre en place la réglementation toute seule parce qu'ils ont besoin de l'autre pour pouvoir travailler. Donc c'est important de travailler main dans la main pour y arriver. Alors c'est 70 kW avant le 1er janvier 2027, donc d'ici 2 ans. Et c'était avant le 1er janvier 2025 pour tous les plus de 290 kW. C'est impressionnant, les plus de 290 kW ont quasiment tous répondu à cette contrainte réglementaire. On a plus de 80% des bâtiments de plus de 4000 m² qui ont déployé un système de pilotage, donc souvent une GTB, et un système de suivi, ce qu'on appelle dans le jargon un système de management de l'énergie, un SME. Et c'est vraiment impressionnant. Pour comparer, le décret tertiaire et l'audit réglementaire, ça n'avait été suivi la première année que par 50% des gens. Et pour les 45% restants qui ont suivi cette réglementation l'année suivante. Donc on a vraiment une réglementation qui a été très suivie dès le démarrage. Et c'est vraiment, important. Alors, les 290 kW, c'était globalement les bâtiments de plus de 3500-4000 m². Donc là, ce sujet-là est derrière nous. Maintenant, on a le gros du travail à faire, qui est les bâtiments entre 1000 et 3500-4000 m². Donc c'est là, cette année et l'année prochaine, qu'il va falloir mettre en place les études pour savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir se mettre en conformité et surtout mettre en place les travaux pour pouvoir répondre à la réglementation du décret BAC. Globalement, 1 an d'études, 1 an de travaux, c'est ce qu'il faut compter. Et ensuite, un élément à avoir en tête, c'est que le TRI ne peut pas être supérieur à 10 ans. Vous sortez de l'obligation du décret BAC si le TRI est supérieur à 10 ans. Mais c'est un petit peu trompeur comme indicateur, tout simplement parce qu'il est toujours possible de mettre en place un système de régulation et de suivi qui a un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans. Il suffit de choisir les éléments, le périmètre sur lequel on va mettre en place le système de régulation et de suivi. Alors, qu'est-ce qu'il impose, ce décret BAC? Ce décret BAC, il va imposer globalement 7 obligations. Il y a 4 obligations qui sont terrain et 4 obligations qui sont logicielles. Les obligations terrain, ça va être d'installer, et c'est la plus connue, un système de pilotage. Souvent, les gens font un raccourci en disant que le décret BAC, c'est l'obligation de déployer des GTB. C'est qu'à moitié vrai. Donc, totalement faux. C'est vrai qu'il faut installer un système de pilotage, mais ce système de pilotage, si on déploie juste une GTB, il y a peu de chances que ça soit conforme. Parce qu'il faut non seulement piloter ses consommations, mais il faut le faire de manière autonome par rapport au système. Ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir continuer à allumer et éteindre l'éclairage, par exemple, une fois que le système de pilotage aura dit on éteint tout le bâtiment de bureau ou autre. Il faut que ça soit interopérable. Donc, il faut que le système de pilotage, comme le système de suivi, on va revenir sur le suivi après, soit interopérable. C'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez changer de système de pilotage quand vous voulez, que vous puissiez changer de système quand vous voulez, que vous puissiez changer de système de suivi, de SME, quand vous voulez. Et enfin, il y a une obligation d'audit complémentaire, d'inspection de votre système BACS, de l'ensemble du système GTB plus SME, qui est obligatoire 5 ans après la première mise en place, puis après tous les 2 ans. Et enfin, il y a les obligations logicielles. Les obligations logicielles, ça va être de structurer sa base patrimoniale, de suivre ses consommations par zone et par usage. Ça revient à une obligation de sous-comptage. Et enfin, d'analyser ses consommations et de partager son analyse avec les différents exploitants et les différents prestataires qui sont sur les bâtiments. On a fait pas mal de webinaires pour détailler chacune de ces 7 obligations. Elles sont assez techniques, assez complexes. N'hésitez pas à demander un rendez-vous avec un ingénieur en efficacité énergétique de Citron pour qu'il vous dise comment vous pouvez répondre à la réglementation. Alors, je vous l'ai dit, j'insiste vraiment dessus parce que c'est malheureusement un raccourci qui est fait trop souvent. Le décret BACS, pour répondre au décret BACS, le fait de mettre un BACS de classe C, donc une GTB de classe C, ce n'est pas suffisant. Le décret BACS, c'est une GTB ou un BACS de classe C, plus un système de management de l'énergie, sans quoi vous ne pourrez pas répondre aux obligations logicielles pour structurer votre base patrimoniale, pour suivre vos consommations par zone et par usage, et pour analyser vos consommations et partager le résultat de l'analyse avec vos exploitants et vos différents prestataires. Par contre, c'est important de répondre au minimum aux exigences de la classe C quand on parle de GTB, c'est-à-dire un système de pilotage autonome en fonction de consignes prédéterminées. On peut aller encore plus loin et ça permet aussi d'avoir des certificats d'économie d'énergie en allant sur une classe A ou une classe B.
En quelques mots, une classe B, c'est un système qui va non seulement être automatisé, mais par rapport excusez-moi, par rapport à un planning prédéterminé, mais être aussi automatisé par rapport à des facteurs extérieurs, par exemple la météo ou la température intérieure. Et il va être aussi, et la classe A, ça va être de faire ça de manière localisée dans le bâtiment. Alors, pour se mettre en conformité, vous avez globalement trois étapes. La première étape, ça va être évidemment de vérifier son assujettissement. Donc, il y a une vérification des puissances et du TRI à ne pas dépasser. Et il va falloir réaliser ce qu'on appelle un plan de comptage et un plan de pilotage. Donc, globalement, c'est une prestation intellectuelle à confier à un expert qui va se déplacer sur votre site, vous poser pas mal de questions, analyser des informations qui existent déjà sur vos bâtiments pour pouvoir faire un écart entre vos équipements actuels, vos systèmes de suivi, vos systèmes de pilotage, vous faire et vous proposer différents plans d'action pour pouvoir vous mettre en conformité. Il y aura un plan d'action en général qui va permettre de profiter des C2E en réfléchissant à une classe A ou une classe B, et un système sans certificat d'économie d'énergie qui permet en général d'aller vraiment chercher le minimum d'investissement, mais malheureusement, c'est pas là qu'on a le plus d'économie d'énergie. Et donc, on va vous dire en général quelle est notre solution préférée, qui peut être soit l'un des deux, soit un troisième plan d'action qui va être finalement un mélange des deux. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir travailler à la fois sur la partie logicielle et sur la partie terrain en même temps. Sur la partie logicielle, il va falloir déployer votre base patrimoniale et les connecteurs avec vos fournisseurs d'énergie, les distributeurs, pour avoir une vision macroscopique de vos consommations énergétiques et commencer à se connecter à vos distributeurs. Et ensuite, d'un point de vue terrain, il va falloir installer les équipements qui vont correspondre au plan d'action qu'on aura pu observer lors de l'étape 1. Et enfin, on terminera par la programmation des équipements et la connexion des utilisateurs, qui soient internes à votre structure ou externes, comme vos prestataires que vous avez l'obligation de connecter, pour qu'ils puissent eux aussi, de leur côté, analyser vos bâtiments et vous suggérer des actions de performance énergétique à déployer. Alors maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez cette année, alors là, je rentre en détail, pardon, excusez-moi, sur cette slide, sur les différentes étapes du plan de comptage et de pilotage. Donc sur l'étape 1, je ne vais pas revenir dessus parce que je l'ai assez détaillé, mais globalement, vous avez bien compris, hein, il y a un état des lieux à travers un questionnaire et une visite technique. Vous avez un écart par rapport à la réglementation et l'existant qui est à déterminer, une analyse à faire pour vous proposer derrière un rapport technique sur lequel on va vous dire quels sont les plans d'action que vous pouvez envisager et suivre pour vous mettre en conformité. Un plan d'action lié à un plan de comptage, ça ressemble à ça. Vous voyez, vous avez finalement déployé un système de management de l'énergie, une GTB. C'est finalement déployer tout un tas d'outils de suivi. C'est plein de petits sous-compteurs, c'est plein de petits automates, plein de petits régulateurs qui vont aller s'implémenter sur les différents usages que vous avez dans votre bâtiment. Donc au final, vous pouvez avoir des endroits ou des usages et des équipements qui sont en classe C et d'autres qui sont en classe A. Pour pouvoir bénéficier des C2E, il faut que tout soit en classe B minimum. Et en général, on va vous faire un... Enfin, ça dépend vraiment des bâtiments, mais on peut être amené à vous proposer une classe sur un équipement ou sur un usage d'un côté et une classe différente sur un autre usage ou un autre équipement de l'autre. Donc vous voyez, là, vous avez une des pages qu'on a extrait d'un rapport qui va présenter du coup un réseau d'eau chaude qui assure le chauffage d'un immeuble avec une production qui est composée de deux chaudières qui fonctionnent en cascade avec une proposition de régulation individuelle par pièce avec des vannes thermostatiques, etc., etc. Alors, maintenant qu'on s'est dit qu'on avait ces trois obligations, il y a vraiment un sujet qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez une obligation d'audit énergétique, potentiellement. Vous avez une obligation de dossier technique de modulation, très certainement. Et vous avez une obligation de rentrer dans la démarche du décret BAC, c'est donc de faire ce qu'on appelle des plans de comptage et plans de pilotage. Dans le jargon, on dit aussi audit BAX. Eh bien, en fait, ce qui coûte cher sur ces prestations, enfin, ça coûte pas très cher, mais ce qui prend une grosse part du prix de ces prestations, c'est le fait qu'à chaque fois, on se déplace sur vos bâtiments. Donc, il y a une mutualisation à penser. C'est tout ce qui va être autour de la visite technique et la collecte des informations, des prérequis auprès des interlocuteurs qui, en plus, sont souvent les mêmes chez nos clients. Donc, l'idée, ça va être de mutualiser, enfin, notre gros conseil de l'année, c'est de mutualiser ces trois visites techniques pour faire
une, deux ou trois rapports, un, deux ou trois rapports pour répondre à ces différentes réglementations auxquelles vous pouvez être assujetti. Les exigences communes, j'ai parlé de la visite technique, elles sont détaillées dans cette slide, vous les recevrez par ailleurs par la suite. Mais globalement, il y a vraiment toute la collecte des prérequis, les visites techniques et les échanges qu'on peut avoir ensemble. Donc ça fait du gain de temps parce qu'on passe moins de temps dans les transports, mais ça fait aussi et surtout un gain de temps pour nos clients qui vont pas 3 fois de suite aller chercher faire souvent de l'archéologie pour aller récupérer les différents éléments qu'on peut leur demander. Et ça fait un gain de temps pour nos énergie managers dans l'analyse de ces éléments. Et donc, ça se ressent évidemment sur la facture, puisque du coup, vous achetez une prestation de conseil, finalement, ce que vous achetez, c'est du temps d'un ingénieur qui va passer à votre service. Et après, évidemment, vous avez des exigences spécifiques à chacune de ces prestations qui, elles, eh ben, vont rester en plus. Derrière, une autre bonne pratique qu'il faut avoir en tête, c'est de prioriser vos bâtiments. Vous connaissez sûrement ce diagramme avec des superpositions de priorisation. Globalement, les bâtiments qu'on a envie de prioriser, c'est les bâtiments qui consomment beaucoup, parce que c'est ceux sur lesquels vous allez avoir envie de faire des actions en premier, pardon, de déployer des actions en premier. Et donc, les bâtiments qui consomment beaucoup, ça peut être soit un bâtiment qui est consommateur en volume, parce que c'est le plus gros, c'est là où on a les usages les plus énergivores, soit c'est un bâtiment qui consomme en proportion, donc en suivant un indice de performance énergétique, par exemple le kilowattheure par mètre carré, quand on est sur du bâtiment assez généraliste, de manière importante. Tout ça, c'est des indicateurs que vous pouvez retrouver si vous êtes client Citron sur Ouder, si vous avez un système de management de l'énergie assez facilement en faisant des tris de bâtiments en fonction d'indicateurs que vous choisissez. Ensuite, évidemment, il va falloir prioriser les bâtiments sur lesquels vous pouvez être en retard sur une réglementation. Donc, typiquement, prioriser les bâtiments qui ont une puissance installée nominale CVC de plus de 290 kW. Et enfin, vous pourriez prioriser là où vous avez des mutualisations à faire avec d'autres réglementations. Typiquement, là où j'ai un dossier technique de modulation probable à déployer, eh ben, je vais prioriser ce bâtiment. Donc, à chaque fois que vous avez les trois facteurs, eh ben, vous allez prioriser ces trois facteurs. Après, vous allez prioriser les bâtiments qui en ont deux. Et après, vous allez continuer avec le reste des bâtiments concernés par une de ces réglementations. Voilà, c'est les petits trucs et astuces aux Energy Managers qu'on remercie au passage. Alors, du coup, cette année, vous allez avoir une to-do à faire qui est un peu globale. Si on s'arrête vraiment sur ces réglementations, il y a d'autres sujets à avoir en tête sur lesquels on va revenir tout au long de l'année. Il y a du coup cet état des lieux global à faire sur vos bâtiments, sur les bâtiments qui sont concernés par ces réglementations. Il y a l'analyse des consommations et la détermination des actions de performance énergétique à mettre en place pour pouvoir tout simplement anticiper le décret tertiaire et répondre au décret BAX. Et enfin, il y a les recommandations, les choix d'investissement qui vont être à faire, notamment dans le cadre du décret BAX, en priorité tout de suite, dès l'année prochaine, euh, pour pouvoir avancer et vous mettre en conformité, réduire vos consommations très rapidement, parce que c'est une des actions qui a le temps d'auto-financement les plus rapides et qui a aussi le plus d'impact, et donc financier et aussi environnemental. Ensuite, on peut revenir sur chaque mois tous les sujets qu'il faut avoir en tête. On va pas pouvoir revenir dessus, mais Aubery vient de vous mettre en lien à télécharger dans le chat un lien pour vous permettre de télécharger un calendrier qu'on a créé avec des energy managers et avec des responsables techniques, des responsables environnementaux et des responsables immobiliers de patrimoine pour permettre à toute notre communauté, à toutes les personnes à vous, qui nous suivent régulièrement, d'avoir un pense-bête, par exemple, sur l'ouverture des saisons de chauffe, la fermeture des saisons de chauffe, sur les différentes échéances réglementaires, par exemple la déclaration opéra, la préparation des budgets, etc., etc. Je vois que le lien ne fonctionne pas, on va vous le remettre. On me dit à ma gauche qui marche, mais alors du coup, envoyez-nous un mail. On va regarder quel est le problème et revenir vers vous très rapidement. N'hésitez pas sinon à mettre comme question en réponse, enfin comme question, parce qu'on a la liste des questions dans la foulée, planning. Comme ça, on vous enverra le planning si jamais le lien n'a pas fonctionné pour vous. Parce que je pense qu'on a les emails de tout le monde. Ouais. Ouais. Alors, vous l'avez compris, cette année, elle va être vraiment très intense d'un point de vue performance énergétique. Chez Citron, notre conviction, c'est que pour pouvoir y arriver,
il ne faut pas y aller tout seul. Il faut y aller équipé avec les bons outils, s'équiper d'un SME. En plus, de toutes les façons, c'est devenu obligatoire à travers le décret tertiaire et à travers le décret BAX. Mais il faut y aller équipé avec un outil qui va pouvoir automatiser toutes les tâches chronophages. Les tâches chronophages, c'est les tâches comme le suivi de ses consommations énergétiques, c'est les tâches comme la déclaration Opéra. C'est les tâches qui vont être réalisables par un outil et pas par vous. Par contre, ça ne pourra jamais se faire tout seul. Donc il faut aussi penser à soit s'équiper des bonnes équipes en interne, d'avoir des équipes en interne qui vont pouvoir détecter les actions de performance, qui vont pouvoir suivre les différentes réglementations, voire les mettre en place, ou alors penser à les externaliser. Et c'est ça la conviction de Citron, c'est pour pouvoir vous aider à accélérer votre transition énergétique, répondre aux différents enjeux, qui soient réglementaires, comme on a vu aujourd'hui, il y en a beaucoup, qui soient financiers ou qui soient environnementaux. Vous vous êtes tous donné des objectifs. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de le faire. Mais vous vous donnez en grande majorité tous des objectifs pour pouvoir atteindre un niveau de performance important, pour valoriser vos actifs, pour pouvoir réduire vos coûts, pour pouvoir limiter votre impact environnemental et pour pouvoir vous mettre en accord avec vos réglementations, et parfois aussi pour participer à la souveraineté nationale en termes d'énergie. On a vraiment cette conviction qui est qu'il faut à la fois la partie digitale et la partie humaine, accompagnement, le travail d'ingénieurs, d'experts qui vont être capables de détecter ces actions ces actions de performance et de les déployer sur le patrimoine. Voilà, on aura tenu le temps qu'on s'était donné. On va pouvoir passer un peu de temps du coup sur les différentes questions qui ont été posées. Donc c'est le moment de le faire. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Je vais les prendre les unes après les autres. Alors, la première question qui nous a été posée, je la lis, je la découvre avec vous. Si un bâtiment est occupé par plusieurs locataires, le calcul des puissances pour le décret BAX se fait-il sur l'ensemble du bâtiment ou séparément pour chaque locataire afin d'éviter qu'il dépasse les 290 kW? Non, bien entendu, ça se fait au niveau des systèmes de production du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va calculer pour tout ce qui est puissance de chaud, de froid et de ventilation, la puissance nominale, donc la puissance théorique qui peut être atteinte au maximum pour chacun des équipements, on va les additionner. Alors, petite particularité sur les chaudières de secours, on ne va pas les additionner parce qu'elles ne sont pas censées fonctionner en parallèle des chaudières principales. Et quand on a à la fois du chaud ou du froid, on ne va pas additionner le chaud et le froid, on va additionner le chaud d'un côté et le froid de l'autre et prendre le plus élevé. Sinon, ça n'aurait pas tellement de sens. Mais effectivement, le nombre de locataires ou la subdivision du bâtiment n'a aucun impact. Il faut prendre le bâtiment dans son ensemble et ses équipements de production, il va falloir les additionner dans leurs ensembles. Ensuite, j'ai la question sur l'audit énergétique. Est-il obligatoire sur certains sites qui sont ISO 50001? Alors, j'ai répondu tout à l'heure, mais j'y réponds au cas où. Effectivement, quand on est ISO 50001, on n'a pas besoin de répondre à l'obligation d'audit énergétique sur le périmètre qui est audité ISO 50001. C'est rarement 100% des consommations énergétiques et des coûts énergétiques qui sont ISO 50001. Ça arrive, mais c'est rarement le cas. Parce qu'on a des coûts énergétiques qui peuvent être de nature industrielle, de nature bâtimentaire ou de nature de transport. Donc, il faut bien faire attention à ne pas se retrouver en désaccord là-dessus. J'ai ensuite comme question, l'échéance du dossier technique de modulation n'est-elle pas fixée au 30 septembre 2027? Non, c'est le 30 septembre 2026. Vous avez par contre, c'est vraiment le dernier moment. C'est-à-dire que si vous commencez un dossier technique de modulation le 30 septembre, vous ne pourrez pas le déclarer, ça sera trop tard et vous ne pourrez pas mettre en place la modulation. Donc, gère vraiment sur un sujet. Ne vous y prenez pas trop tard. Un, parce que les boîtes, les bureaux d'études, les sociétés de conseil qui savent faire ça, sont en année de renouvellement réglementaire des audits énergétiques. Donc, globalement, c'est le moment où elles ont le plus de clients qui ont ce besoin là. Et en plus, cette année, elles ont les dossiers techniques de modulation. Donc, les carnets de commandes sont assez remplis, ce qui est génial pour nous, mais ce qui nécessite quand même d'anticiper un peu la chose pour vous, sachant qu'un audit énergétique, à la limite, si on est un petit peu en retard, c'est pas la fin du monde. L'ADEME va vous dire attention, vous êtes en retard, et du coup, ou la préfecture, et du coup, vous allez avoir quelques mois pour vous mettre en conformité. Sur un dossier technique de modulation, c'est game over. Si vous n'avez pas déclaré ça au 30 septembre 2026, vous ne pourrez plus le déclarer. La prochaine modulation, ça sera 10 ans plus tard. Et ça sera sur les objectifs de 50% et puis sur les objectifs de 40%. Donc vous vous retrouverez à faire des travaux en plus qui vont être, et quand on parle de travaux, ça peut se chiffrer en centaines de milliers d'euros. Hein. Donc vous allez devoir investir énormément d'argent, être obligé d'investir énormément d'argent si jamais vous ne faites pas ce dossier technique de modulation qui, lui, va pas avoir un enjeu financier colossal. Donc, il ne faut vraiment pas minimiser cette contrainte réglementaire. Il faut vraiment garder en tête que celle-ci, alors, si elle est décalée, tant mieux, mais honnêtement, je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas du tout la priorité de notre dirigeant en ce moment. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il s'occupe d'autre chose. Donc, il faut vraiment penser à anticiper ça, le faire
dès cette année, pour pouvoir après le déclarer confortablement en début 2026 avec votre déclaration 2025. Euh, et là, vous pourrez le faire. Vous pourrez encore le faire en début d'année 2026 si jamais vous avez contractualisé courant 2025 avec une société qui sait le faire, mais vous aurez toujours le risque de dépasser cette date du 30 septembre 2026 et non 27 du coup. Quel texte réglementaire fait référence à cet audit énergétique? C'est le L233 du Code de l'énergie. Si je dis pas de bêtises, je me retourne vers Aubéry qui est à côté de moi, qui me dit qu'elle ne sait pas. Mais je crois que c'est ça. Aubéry va faire une Ouais. petite recherche Google, mais c'est L233 du Code de l'énergie. C'est issu de la loi DADU. Ensuite, la question suivante, c'est si nous avons un bureau de 50 mètres carrés dans un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés, suis-je assujetti? Tout à fait. Vous êtes assujetti au décret tertiaire. Par contre, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre propriétaire ou du property manager pardon, du bâtiment, qui en général, quand on est sur des multilocataires, gère cette déclaration pour le compte des petits locataires. Mais il faut vraiment vérifier que vous soyez assujetti. En général, ça pose beaucoup de ce sujet aux réseaux qui ont beaucoup de bâtiments, enfin beaucoup de locaux, mais justement éparpillés dans des bâtiments. Et d'ailleurs, ça a un peu une tendance à dévaluer le prix au mètre carré de ces petits bureaux qui deviennent de plus en plus compliqués à gérer. Est-ce que le calcul de la valeur absolue du décret tertiaire ne concerne que les bâtiments neufs? Non, c'est vraiment ce qui vous arrange. La valeur absolue ou le décret ou la valeur relative, c'est vraiment vous choisissez en général la plus élevée. Enfin, la logique en tout cas, c'est de choisir la plus élevée puisque vous arrivez en conformité en tout cas dès que vous avez atteinte l'une des deux, donc la plus élevée. Par contre, les bâtiments neufs, en général, ce qui est vrai, c'est qu'ils regardent plus souvent enfin, en général, la valeur absolue devient plus logique pour eux, puisque ils n'ont pas d'année de référence très vieille, et donc ils n'ont pas de situation de référence avec des consommations élevées, et ils ne peuvent pas, en fait, techniquement, réduire de 40% leur consommation. Et il n'est jamais une bonne idée de faire une année où on consomme beaucoup, pour après réduire. Alors, le dossier de modulation peut-il être réalisé en interne ou faut-il le faire par un prestataire externe qualifié? Il peut être réalisé. Alors, ça dépend quel dossier technique de modulation. Je ne pense pas que vous ayez en interne des architectes des bâtiments de France, par exemple. Enfin, je ne sais pas quelle boîte vous êtes, en fait, peut-être, enfin, techniquement, il n'y a rien qui légalement, il n'y a pas un texte juridique qui dit que ça doit être fait en externe. Donc, vous pourriez essayer de le faire en interne. Moi, je ne vous le conseille pas parce que si la modulation est refusée, vous n'aurez pas de deuxième chance. Donc moi, mon gros conseil, bon après je vends aussi ma soupe, hein, mais mon gros conseil c'est, on va dire ça autrement, je suis pas ce que c'est Uber Smart, mais je suis pas très partial, mais je vous conseille, mais en fait la logique c'est plutôt de s'adresser à quelqu'un de qualifié sur qui vous pourrez vous reporter si jamais le dossier technique de modulation est refusé, parce que nous on pourra toujours dire, on pourra toujours défendre le truc et faire et expliquer pourquoi il ne peut pas être refusé. Et en fait, ça vous donne aussi enfin, le fait de faire appel à un prestataire externe qui est qualifié et donc reconnu pour ce sujet-là, bah, ça évite aussi que la personne se pose trop de questions, quoi. La question suivante, c'est l'audit énergétique réglementaire concerne l'ensemble des sites tertiaires industriels et agricoles, sans distinction, car seulement le nombre de salariés ou CA en critère. Alors, il faut distinguer deux sujets. D'abord, il y a le sujet chiffre d'affaires et le sujet nombre de salariés qui ne sert qu'à définir s'il y a assujettissement ou pas. Donc, s'il y a assujettissement, après, vos différents sites seront contraints, effectivement, qu'ils soient tertiaires, industriels, que ce soit du transport, agricole, etc. En fait, c'est 100%, enfin, c'est 80% de 100% de vos coûts énergétiques qui sont assujettis à cette réglementation. Mais c'est pour ça qu'on sort le 20%. C'est parce que souvent, il y a des sites qui ne font pas de sens à être audités. Qu'est-ce que j'ai comme exemple à vous donner? Des pylônes d'opérateurs téléphoniques. Globalement, alors je ne crois pas qu'on en ait déjà audité chez Citron, mais je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire comme économie d'énergie, en tout cas sur un pylône. Un sujet sur lequel on s'était porté à une époque, et je rebondis dessus parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est les silos de grains. Je crois qu'il y a quelques années, on avait travaillé sur ce sujet-là, c'est assez intéressant. Mais globalement, oui, tout est assujetti à partir du moment où vous avez plus de 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions d'euros de bilan. Ensuite, la question suivante, c'est le dossier technique de modulation est-il uniquement demandé en France? Alors,
Je sais qu'il est demandé en France, je n'ai pas la connaissance pour l'international. On est en train de faire pour un de nos clients, qui je crois en plus c'est connecté, l'étude à l'échelle internationale. Si elle nous le permet, mais c'est à elle, ce sera à elle de nous le dire, on partagera les fruits de cette analyse, mais aujourd'hui je n'ai pas l'information. Je ne sais pas, je sais que la réglementation du décret Bax et du décret tertiaire sont issus d'une réglementation européenne, mais chaque pays peut l'appliquer comme il l'entend. Chaque pays n'a pas encore sorti son texte de loi. Ils sortent au fur et à mesure. Je sais que l'Espagne vient de sortir son texte sur le décret VAX, qui est issu de son propre décret tertiaire à lui. J'imagine qu'il y a une forme de dossier technique de modulation, mais je vous dirais sûrement des bêtises. Vous raconter ce qui se passe en dehors de nos frontières. Honnêtement, je ne sais pas. Quels justificatifs sont acceptés pour le montant de l'investissement? Eh ben, c'est justement le dossier technique de modulation. Et donc, c'est ce fameux audit énergétique très poussé qui lui-même va s'appuyer soit sur, alors je vous parle pour Citron, hein, soit sur des devis qu'on demande à des prestataires pour réaliser cette action de performance, soit à des ordres de grandeur de prix qu'on a dans des bases de données chez Citron qui sont issus de la moyenne des devis qu'on a pu recevoir ces 15 dernières années. Alors, c'est pas, excusez-moi, c'est pas la moyenne des 15 dernières années, mais la banque de données porte sur les 15 dernières années, mais on s'appuie sur les devis les plus récents qu'on a pu recevoir, parce que surtout en ce moment, en plus, il y a une évolution des prix qui est assez importante. La question suivante est une question de Daniel. S'agissant de la puissance nominale, donc on est dans le cadre du décret Bax, dans le cas d'une installation avec une distribution primaire de type CTA à eau chaude, complétée au niveau terminal par des batteries électriques, comment déclarer et calculer cette puissance dont la somme est inévitablement supérieure à ce qui est nécessaire? Eh bien là, il y a une première question à se poser. Alors déjà, la règle de base, c'est faire la somme de tout ce qui est puissance nominale liée à la production. Donc effectivement, si vous avez une CTA qui sert à faire globalement à réchauffer le bâtiment et puis après sur les terminaux de distribution, un complément électrique qui vont se faire au niveau du terminal de distribution, techniquement, il faut additionner cette puissance liée à la CTA avec la puissance de production de chacun des terminaux. Globalement, en général, c'est aussi à l'appréciation. On peut tout à fait regarder ce que permet de faire la CTA. Si on a une CTA qui permet de chauffer, qui va jusqu'à 18, bah non, on ne prendra pas que ça. Si on a une qui est surdimensionnée et qu'elle va jusqu'à 22 et qu'après c'est vraiment que du confort ou pour une raison industrielle, qu'on a vraiment besoin de temps en temps d'avoir un pic de consommation ou que c'est mal dimensionné, on pourrait réfléchir le truc. Et c'est là que le plan de comptage et le plan de pilotage est important, c'est qu'en fait, il y a le cadre réglementaire et après, il y a la réponse technique qu'on y apporte dans le cadre réglementaire. Et il y a évidemment une souplesse et des justificatifs qui peuvent être apportés si l'auditeur considère que c'est justifié. Par contre, techniquement, d'un point de vue purement juridique, vous devez les additionner. Mais vraiment que la partie production et pas la partie distribution. Par contre, si c'est du secours, d'un point de vue purement juridique, vous n'êtes pas obligé de l'additionner. Je continue les questions avec une question d'Ayman. Si le bâtiment est occupé par plusieurs locataires, le calcul des puissances pour le décret BAC se fait-il sur l'ensemble du bâtiment ou séparé pour chaque locataire? On a eu les mêmes questions tout à l'heure. C'est bien au global pour le bâtiment. Par contre, on me demande si c'est pour vérifier si ça dépasse les 290. Attention, 290, ils sont concernés, mais c'est les plus de 70 qui sont concernés. Les 290 devaient juste le faire avant les plus de 70. Je continue. Si un bâtiment est occupé par plusieurs locataires, le calcul des puissances pour le décret BAC se fait-il sur l'ensemble du bâtiment? Bon, c'est la même question, pardon. Est-ce que, comme quoi j'écouvre vraiment les questions en les lisant, est-ce que le calcul de la valeur absolue du décret tertiaire ne concerne que les bâtiments neufs? J'y ai déjà répondu, mais en fait, je suis en train de répondre aux mêmes questions. Pardon, je descends, je pense que le truc est remonté tout seul. Je recherche où est-ce que j'en étais. Tac, tac, tac. Voilà, je vais reprendre là, c'est bon. Est-ce que les valeurs absolues seront nécessaires dans le dossier technique de modulation? Bah oui, puisque les valeurs absolues vous permettent de définir le niveau de consommation que vous devez atteindre. Ah, je sais qui pose cette question. Alors, ceux qui n'ont pas encore eu vos valeurs absolues, ça arrive encore pour quelques. Il s'est mis en anonyme en plus, pardon, il me fait marrer. Je vous appelle après. Pour les personnes qui n'ont pas encore reçu ça arrive, vous êtes 5% globalement à ne pas avoir reçu encore vos valeurs absolues. Oui, il y a du sens à attendre.
Mais oui, ça va arriver très vite, donc ça ne déclarera pas la date pour autant. Votre valeur absolue. Donc, tout simplement parce que la valeur absolue peut définir l'objectif que vous devez atteindre et le dossier technique de modulation va moduler l'objectif que vous devez atteindre. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison. Ensuite, une question d'Ibrahim. Le TRI BAX concerne uniquement le coût d'installation du système? Oui, tout à fait. AMO 2 pose une question, c'est rigolo, il y a des pseudonymes là. Bonjour, comment sait-on ce qui est imputable en termes de coût aux locataires ou aux propriétaires pour respecter les différentes obligations du BAX et du secteur tertiaire? Bah, tout est imputable aux locataires parce que techniquement, tous les coûts liés à l'entretien d'un bâtiment sont imputables aux locataires. Après, en fonction du montant d'investissement et si on est sur, en fait, non, pour être honnête, ça dépend de l'action. Et c'est pour ça qu'ils doivent se parler parce que c'est l'article 606 qui dit quels sont les travaux qui doivent être payés par le propriétaire et les travaux qui doivent être payés par le locataire. Finalement, il est assez flou et souvent, c'est des négociations de bail commerciaux, enfin de baux commerciaux gérés dans l'annexe environnementale, le fameux bail vert. Donc, effectivement, ce qui est imputable, en fait, c'est souvent les actions courantes, type les régulations ou les changements de petits systèmes qui peuvent être déplacés, c'est souvent ça l'article 106, sont imputables aux locataires sans même qu'il y ait de questions à se poser, et les gros investissements, ils sont imputables aux propriétaires. Mais souvent, en fonction de la durée de votre bail restante, ce qui est imputable aux propriétaires devient assez mécaniquement imputable aux locataires, puisqu'on vous refacture l'intégralité des charges. Donc, la question se pose, et vraiment, je le redis, pour répondre à cette réglementation, il faut que il faut que le locataire et le propriétaire se mettent d'accord, potentiellement par l'intermédiaire du property manager. Question suivante, est-ce que le dossier technique de modulation fait partie du décret tertiaire? Oui, complètement, c'est ce qui permet de moduler l'objectif du décret tertiaire. Est-ce qu'il est obligatoire? Non, il n'est obligatoire que si vous voulez, enfin, il est obligatoire que si vous voulez faire une modulation et donc éviter d'avoir un objectif trop important et inatteignable. Donc ça sert à réduire l'objectif à atteindre et donc réduire le montant des investissements à faire en travaux. Peut-on réaliser les travaux sans avoir le rédigé? Oui, si vous ne souhaitez pas retirer des travaux à votre obligation. En fait, vous pouvez en faire plus. Ça revient à en faire plus que ce qui est obligatoire. Donc, vous pouvez tout à fait à dépasser la réglementation et en faire plus. Une question de Cyril. Mise en place d'un réduit. Oula, c'est technique. Alors, petit A, mise en place d'un réduit de nuit 1900-600 plus diminution de la température de 2 degrés, cible 22. Petit B, augmentation de la température de soufflage plus 2 degrés. Je ne vois pas la question. Euh, alors, je vais laisser. Je vous laisse préciser la question, pardon. Je n'ai pas vu le point d'interrogation non plus. Donc, je vous laisse préparer. Je n'ai pas compris. Question suivante, du coup, peut-on changer la valeur absolue en valeur relative si on a déjà renseigné une référence sur Opera? Alors, à ma connaissance, on peut encore modifier les années de référence sur Opera. Donc, la réponse est oui. Mais par contre, vous n'avez pas à choisir la valeur absolue ou la valeur relative. La valeur absolue ou la valeur relative, vous aurez à atteindre la plus élevée des deux et elles sont de toutes les façons, toutes les deux calculées. Et à aucun moment, on va vous demander de choisir entre les deux. Donc, en fait, ça ne change rien à l'année de référence que vous auriez pu choisir sur Opera. Que contient le dossier technique de modulation? Alors, je reviens sur. Alors, je vais proposer à Aubéry de repartager le lien qui va venir présenter justement le webinaire qui va présenter en détail ce que contient un dossier technique de modulation. Mais en résumé, c'est globalement un gros audit énergétique qui va être complété d'une note architecturale si besoin, fait par un architecte des bâtiments de France. D'une note technique qui justifie de la modulation en fonction des critères techniques ou réglementaires et du calcul des TRI. Et ça impose d'avoir 100% des actions de performance justifiées. Quelles sont les conclusions attendues sur ce dossier? C'est justement ces trois notes techniques. Tac, tac, tac. Bonjour, sur le site du décret ABAX, nous avons beaucoup de capteurs de température par circuit de chauffage connectés sur une GTB. Avons-nous l'obligation d'installer des compteurs calorifiques sur l'énergie? Ça dépend vraiment en fait de ce qu'on va observer par ailleurs sur votre bâtiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des compteurs de température, enfin des sondes de température circuit ne suffisent pas à répondre au décret BAX, quand bien même ils seraient couplés à un automate qui permette de réguler le système de chauffage. Vous avez par exemple l'obligation de mettre en place du sous-comptage lié au chaud, mais pas que lié au chaud, et donc potentiellement de mettre en place des compteurs calorifiques à certains niveaux. Vraiment là, pour le coup, on ne peut pas répondre à cette question sans faire un plan de comptage et plan de pilotage plus précis. J'ai ensuite
Une question d'Eric. Si mon installation de chauffage a une PAC de 60 kW en générateur de principal et une chaudière gaz en appoint de secours de 100 kW, faut-il additionner deux puissances? Non, vous n'avez pas besoin d'additionner la chaudière qui est en secours. Alors, attention à distinguer potentiellement l'appoint et le secours, mais si vous êtes en secours, vous n'avez pas besoin de l'additionner. Si vous êtes en appoint que vous utilisez en permanence, vous devez l'additionner. Donc c'est là que, en fonction de l'échange et des données que vous allez pouvoir nous donner dans le cadre du plan de comptage, plan de pilotage, et c'est aussi ça qui fera justificatif de ne pas faire le décret BAC si jamais vous avez un plan de comptage qui dit que vous n'avez pas besoin de le faire, que vous allez avoir votre question. Une question qu'on me reformule, pardon, j'ai du mal ne pas y répondre. Je loue un local avec des clims privatifs pour ma société. Dans mon local, mon sous-locataire a ses propres clims. Qu'en est-il? Alors, c'est 100 des organes de production qui doivent être utilisés. Après, pour être très honnête, même quand nous, on fait un audit BACS, on rentre pas dans chaque petit radiateur ou chaque petite clim d'appoint qui ont pu être installés par les uns et par les autres. C'est plutôt l'état d'esprit de la réglementation. C'est une approche globale sur l'immeuble. En général, ce qu'on fait quand on a un chauffage par qui est uniquement que du chauffage électrique avec des radiateurs qui s'additionnent dans toutes les pièces et qu'on va soit compter le nombre de radiateurs et une puissance nominale théorique moyenne par radiateur et expliquer que on ne peut pas forcément déranger tout le monde et passer sur tous les radiateurs. Et ça serait, enfin, c'est pas le sens de la réglementation. Donc on trouve une approche intelligente, spécifique à chacun des sites, si elle est possible. Si elle n'est pas possible, on additionnera tout, mais en général, on essaie de faire quelque chose d'intelligent. Mais du coup, vous pouvez difficilement, dans ce cas de figure-là, qui est un petit cas de figure un peu complexe qui sort de la réglementation, vous passer de l'audit BACS. Savez-vous quand le CSV récapitulatif du dossier technique de modulation pourra être déposé sur Opera? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le CSV récapitulatif. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas. Si, ça doit être probablement. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est déposer le dossier technique de modulation au format PDF. On n'a pas plus d'informations que ça. Probablement que d'ici, que dans l'avancement, ils vont commencer à préciser le sujet. Et peut-être, j'ai pas l'information, qu'ils vont nous proposer un Excel ou un CSV à uploader sur la plateforme avec les résultats, j'espère en tout cas, pour les très gros patrimoines immobiliers, de l'ensemble des dossiers techniques de modulation qui ont été faits. Ça peut être ça ou un apport de base des dossiers, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas disponible et j'ai pas l'information. Question suivante. Au niveau du décret tertiaire, si nous avons rien fait jusqu'à maintenant, enfin, c'est pas bien, et que nous n'avons pas encore donné de référence, est-ce trop tard? Eh ben, il faut faire un petit check sur la plateforme Opera pour voir si oui ou non on peut encore le faire. Juridiquement, c'est trop tard. Techniquement, peut-être que c'est encore possible et qu'ils fermeront les yeux, c'est même très possible. Donc je pense que c'est encore possible. Envoyez-moi un mail tout de suite, contact@citron.io. Il faut vraiment pas traîner parce que les contrôles sont en cours. On a plusieurs clients avec qui on travaille depuis peu qui sont venus paniquer nous voir ces derniers mois avec la lettre de la préfecture leur disant qu'ils étaient mis en demeure de répondre au décret BACS, tertiaire, pardon, dans les 6 prochains mois, ce qui est pas du tout évident de le faire aussi rapidement. Donc vraiment, il faut pas hésiter à venir nous voir. L'échéance de septembre 2026 concerne juste la modulation de l'objectif de 2030 uniquement. Oui, tout à fait. C'est que pour l'objectif de 2030. En fait, ça sera 5 ans avant chaque objectif décennal que vous devrez déposer votre objectif de modulation, votre dossier technique de modulation. Beaucoup de questions. Alors ensuite, si les locaux vacants et restructuration... Oula, pardon, j'ai besoin de réfléchir. Peut-on faire un dossier technique de modulation car pas de valeur de consommation de base première d'accès? Ok, j'ai compris. Alors, on est dans le cadre de la restructuration d'un site ou de locaux vacants. Donc en fait, si on a une année de référence qui n'est pas représentative à prendre pour faire son dossier technique de modulation. Quand on fait un dossier technique de modulation, on regarde le futur, on ne regarde pas tellement le passé. Donc en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est étudier faire l'état des lieux de ces consommations. Donc c'est mieux d'en avoir un sur un bâtiment occupé qui fonctionne de manière représentative. Si ce n'est pas le cas, comme la date ne bougera pas, je vous conseille quand même de le faire parce qu'on prendra des hypothèses. Et il vaut mieux prendre des hypothèses et avoir un dossier technique de modulation qui potentiellement est refusé, mais du coup qu'on aura le temps de modifier, de négocier, plutôt que de rien avoir du tout et que l'État, donc la préfecture, considère que vous avez juste oublié.
Et puis, en plus, on saura faire traiter la plupart des points, même en, en zone inoccupée. Et pour les zones en restructuration, moi, mon conseil, c'est surtout de le faire avant, parce que faire une restructuration sans audit énergétique en amont, c'est de plus en plus une mauvaise pratique. À une époque, c'était une bonne pratique de faire ces audits énergétiques en amont de la restructuration. Aujourd'hui, c'est quasiment inévitable de les faire. Si le dossier technique de modulation n'est pas obligatoire, pourquoi le mettre en place? Bah parce que sinon, vous allez dépenser beaucoup d'argent en travaux à faire en plus. Je vous donne un exemple. Euh, Aujourd'hui, vous êtes sur un bâtiment allez, vous êtes président de la République, vous avez comme bâtiment l'Élysée. Si vous ne faites pas ce dossier technique de modulation, vous allez être obligé, la loi va vous obliger, et c'est contre-intuitif quand même, de faire une isolation thermique par l'extérieur. Ça va coûter très cher, ça va ruiner la valeur de votre bâtiment, et objectivement, c'est idiot. Donc, pour des raisons architecturales, vous risqueriez de perdre en valeur énormément sur votre bâtiment. Ensuite, imaginons que le dossier technique, pour atteindre 40% d'économie d'énergie, vous soyez obligé de faire des travaux très lourds en chaufferie ou sur l'enveloppe de votre bâtiment, avec des temps de retour sur investissement, et ça se voit régulièrement, de 150 ans. Donc aucun intérêt d'un point de vue financier. Ça va vous coûter très cher, vous n'allez rien y gagner d'un point de vue financier. Et bien, vous pouvez faire une modulation pour des raisons de coût et dire bah, cette action-là, je suis désolé, mais je ne la mets pas en place. Et là, vous allez du coup éviter d'avoir ces travaux très lourds qui seraient intéressants d'un point de vue environnemental et peut-être même d'un point de vue confort ou de renouvellement de vos équipements, mais qui coûtent trop cher. Et du coup, bah, vous pourrez éviter d'avoir à faire ces travaux-là. Sinon, vous serez obligé de les faire. Et le dernier cas de figure de modulation, c'est pour des raisons administratives, pardon, pour des raisons réglementaires, par exemple, vous avez un niveau de qualité d'air à avoir, par exemple dans une école ou dans un ERP de manière générale, vous avez un niveau de qualité d'air à maintenir à un niveau performant. Et ben, dans un hôpital, par exemple. Et ben, si donc vous êtes obligé de faire tourner vos systèmes de ventilation de manière à avoir cette qualité d'air très importante. Et ben, si jamais on vous dit, bah non, vous devez, pour pouvoir atteindre vos objectifs, couper votre ventilation entre telle heure et telle heure, et que ça vous fait sortir des clous d'un point de vue réglementaire, et même d'un point de vue business, parce que ça marche moins bien hein, quand on a d'un point de vue confort. Imaginez que vous êtes une clinique et que vous recevez des patients, bah, ils ne vont pas venir chez vous si dans les locaux ça sent le renfermé, etc. Donc, bah, globalement, vous allez vous faire avoir pour cette raison-là. Donc, en fait, c'est pas une obligation, mais si vous ne le faites pas, vous allez devoir mettre en place des actions qui sont soit trop chères, soit contre-intuitives d'un point de vue réglementaire. Vous allez avoir des réglementations qui ne vont pas matcher entre elles, soit vous allez devoir faire des choses très dommages et très chères et contre-intuitives et très chères aussi d'un point de vue patrimonial et valeur de l'actif sur vos bâtiments. Donc, ce n'est pas une obligation, mais en fait, essayez d'éviter ce dossier technique de modulation si vous êtes concerné par ce dossier technique de modulation. C'est accepter quelque chose d'étonnant qui est de payer beaucoup plus cher pour faire des choses totalement contre-intuitives. Je continue sur les deux dernières questions. Quel est le niveau de responsabilité BAX du locataire s'il est détenteur des équipements présents sur le site? Eh ben, c'est le propriétaire de l'équipement qui est imposé, à qui on oblige donc le propriétaire de l'équipement, c'est quasiment toujours le propriétaire du bâtiment. Si vous êtes propriétaire de l'équipement, vous êtes aussi assujetti à la réglementation. Donc la question qu'il va falloir et même si vous n'étiez pas propriétaire de l'équipement, en étant locataire, vous ne pouvez pas faire le décret tertiaire si vous ne faites pas le décret BAX. Donc en fait, il faut que vous voyez ça comme un tout. La bonne pratique, c'est de voir ça comme un tout, de parler avec son propriétaire, de parler avec ses locataires pour justement mettre en place un projet, en s'appuyant ou pas sur un ou des prestataires, mais pour mettre en place un projet qui fasse sens pour le bâtiment, qui fasse sens pour les occupants et qui fasse sens d'un point de vue valorisation de l'actif. Ça nécessite de se parler. Quand on a beaucoup de bâtiments, c'est pas évident et c'est pour ça que la recommandation, surtout quand on a beaucoup de bâtiments, c'est de se faire accompagner. Connaissez-vous les dates de publication des prochaines valeurs absolues? Non, malheureusement. Car notre activité n'est toujours pas sortie. Pensez-vous, je suis sûr que c'est le même, qu'elles sortiront dans les prochains mois? Oui, je suis sûr qu'elles sortiront dans les prochains mois. Par contre, puisque le sujet est vraiment chaud au niveau de la DHUP, en fait, elles sont sorties mais pas publiées, donc ça devrait pas tarder. Voilà, on arrive avec 5 minutes de retard pile poil à la fin de notre webinaire. Vous avez été une centaine à nous suivre aujourd'hui. Je vous remercie. C'est toujours pardon, on me dit de limiter l'ITE bashing, vous avez raison, en plus il y a aussi l'ITI qui est possible, mais l'ITE bashing que sur les bâtiments classés. Le seul bâtiment sur lequel je dis qu'il n'y a pas d'ITE intelligente, il y en a d'autres, mais le seul dont j'ai parlé, c'est l'Élysée.
pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que l'ITE sur l'Elysée, c'est pas adapté. Par contre, clairement, l'ITE, c'est une super action pour certains bâtiments qui permettent vraiment de faire des très belles économies d'énergie, qui permet aussi souvent de gagner en confort. Donc, c'est vraiment quelque chose à envisager et qu'on préconise très régulièrement à travers nos audits énergétiques. Donc, bien sûr, il faut faire des ITE quand c'est adapté. Mais c'est pas adapté sur l'Elysée, je pense que tout le monde en conviendra. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce webinaire, et puis pour vos petits commentaires aussi sur la discussion. Je vois qu'il y a des questions qui ont été posées sur la discussion, comme je l'avais dit au début du webinaire, c'est difficile pour moi de les retrouver à travers vos échanges. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez d'autres questions à contact@citron.io. Un ingénieur fera l'effort de vous appeler et de vous répondre à vos questions. Voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.